Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne d'History. On est en compagnie de Benoît Felten, l'auteur de Donjons et compagnie. Salut Ben. Salut et merci de ton accueil. Bah, avec grand plaisir. Alors là, c'est le test, c'est comme d'habitude. Est-ce que le chat nous entend bien? Est-ce que j'ai pas coupé mon son? Est-ce que tout va bien? Hop, salut, salut. Samuel, mais c'est quoi ce surnom? Ouais, c'est ta première question. Yep, le son est bon. Ça, c'est formidable. Ça, c'est cool. Eh bien voilà, bah écoutez, on se retrouve ce soir pour une vidéo. Alors du coup c'est pas une vidéo, c'est un live. Pour une fois aux questions de Donjons et compagnie, puisque Donjons et compagnie est sorti il y a pas très longtemps, je crois que ça fait même pas 2 mois d'ailleurs, quelque chose comme ça. À peu près. Et que c'est un jeu qu'il est bien et qu'il faut en parler, tout simplement. Je suis bien d'accord. Ah ouais ouais, mais c'est pour ça qu'on s'est retrouvés là, on a les mêmes goûts je pense. C'est clair. Voilà. Non non du tout, on t'entend pas. Ça c'est, je suis sûr que c'est pour se moquer de moi ça. Merci. Alors, je suis un boulet parce que j'ai récolté certaines de vos questions en MP. Sauf que comme un imbécile, bah, j'ai pas mis les pseudos avec les questions, quoi. Donc vous allez avoir vos questions qui vont apparaître, mais je saurai plus qui m'a demandé quoi, en fait. Donc j'essaierai de vous retrouver ça au montage quand ça sera diffusé sur YouTube. On va commencer par une petite présentation déjà de Benoît. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu, histoire que les gens sachent pardon, à qui on a affaire ce soir? Moi, ils me connaissent tous, du coup. Eh bien, tout à fait. Donc, je m'appelle Benoît Felten. Je suis un jeune homme, n'en déplaise à Fred Boot, de 50 ans, qui porte barbe blanche. Je sais qu'on m'en donnerait 10 de plus à cause de la barbe, mais voilà. Je fais le follement excitant boulot de consultant la journée. Ce qui bizarrement ne me remplit pas de satisfaction créatrice. Et donc, on va dire que sur le côté, comme on dit en anglais, j'ai commencé à écrire des jeux. Donjons et compagnie est le premier d'entre eux. Mhm. Et comme tu le disais précédemment, il est en boutique depuis le début du mois et chez les souscripteurs depuis Hmm. un mois et demi, 2 mois maintenant. Voilà, donc Donjons et compagnie qui est édité chez John Doe et Black Book Edition, Exactement, donc qui c'est est une coédition des deux. et qui est trouvable du coup sur le site de Black Book Edition si vous le voulez en format dématérialisé, je crois. Oui, Et tout à fait. bah, je vous invite à vous rapprocher quand même de vos boutiques physiques. Si vous arrivez à trouver le jeu, c'est quand même plus cool de faire vivre un petit peu les petites boutiques à côté. Alors pour Euh, l'instant, à ma connaissance, il a été quand même pas mal commandé en hmm, boutique, donc vous devriez pouvoir le trouver, mais sinon, de toute façon, il est commandable oui. assez rapidement auprès du distributeur. Et pour toutes celles et tous ceux qui sont comme moi et qui ne jouent que par virtuel, sachez que le jeu bénéficie d'une carte pour Roll20, enfin d'une fiche de perso Roll20. Donc c'est pas dédié Donjons et compagnie, c'est Macchiato Monster, mais ça marche exactement pareil et c'est ce que l'on utilise nous sur la chaîne le dimanche. Donc si vous avez l'habitude de nous suivre, vous avez pu voir comment ça fonctionne. Mais on a aussi l'incroyable et la talentueuse Disae qui nous a fait une fiche magnifique sur Let's Roll. Et donc, bah, vous pouvez aussi jouer sur Let's Roll si ça a votre préférence. Ça, c'est très cool. Et du coup, tu peux nous dire un petit peu, parce que moi je sais, mais il y en a visiblement qui débarquent hein, dans le chat, genre Fred Boot, tout ça. Ils connaissent pas ce que c'est Donjons et compagnie. En dehors de Ferry Noir, c'est... Alors, Donjons et compagnie, le concept est assez simple. Euh, on a un immense donjon qui est un peu le donjon le plus célèbre de la région. Et en fait, il y a une entreprise qui s'est installée dans ce donjon discrètement, on va dire, et dont le modèle économique est d'attirer les aventuriers et de les buter, et de les dépouiller, et de revendre leurs biens. Et c'est comme ça qu'ils font tourner la boutique. Et dans Donjons et compagnie, on joue les employés le plus bas possible de la hiérarchie, qui sont les hôtes d'accueil, dont le rôle est d'accueillir les clients, c'est-à-dire de les buter en fait. Et donc on a un mélange. Alors évidemment, la tonalité du jeu est relativement légère. On n'est pas dans un jeu thématique très sombre, encore qu'on peut faire du très sombre avec tout ça. Mm.
Sans être une parodie. Alors il y a une vidéo là récemment du vieux geek où il parlait de ça et il a dit un truc très juste. Il a dit c'est un pastiche, ça n'est pas une parodie. Et c'est une nuance que j'aime bien parce qu'effectivement on utilise tous les éléments de tous les codes de Donjons et Dragons et tous les codes du monde de l'entreprise, mais on en fait quand même quelque chose qui est jouable et qui est pas là juste pour déconner, même si évidemment si vous suivez les parties hilarante de l'équipe de Manitou, vous savez que ça rigole beaucoup, mais c'est même les aventures de Sloppy là en ce moment. Hein. Mais il y a aussi des moments de drama, des moments assez intenses. Moi, en tout cas, en tant que MJ, c'est cet équilibre-là que j'aime bien trouver. Ouais, mais quand je fais des initiations ou même Artemis, puisqu'elle en fait beaucoup aussi. Merci Artemis. Quand on fait des initiations, c'est un des trucs qu'on dit dès le début en fait. On dit voilà, c'est un jeu qui est léger, qui est marrant et tout ça, mais qui est pas débile non plus, quoi. Et j'aime beaucoup cette nuance parce que ça peut être vite la porte ouverte à un peu tout et n'importe quoi et c'est pas trop, c'est pas le plus intéressant. Donc voilà, et on a une première question. Est-ce que le jeu est distribué en Belgique? Parce que les Belges, ils ont pas le droit à tout comme nous. Est-ce qu'au moins ce jeu, ils l'ont? Alors, c'est une bonne question. Je sais qu'il y a une boutique à Bruxelles qui l'avait commandé. Après, la vraie question, c'est est-ce que Novalis distribue en Belgique, puisque Novalis, c'est le distributeur de Black Books. D'accord. Et j'avoue que je n'ai pas la réponse à ça. Je serais surpris que ça soit pas le cas, en tout cas en Belgique francophone. Mais je peux pas répondre de façon catégorique à cette question. Alors après, comment s'appelle la boutique à Bruxelles? À Bruxelles, je sais plus. Je sais plus. Attends, hop, petite recherche Google. Dédale, non? Il y a la maison des échecs, ouais, Dédale, Kinkajou. Non, ça doit être Dédale, ouais. Donc en tout cas, Dédale, ils en avaient commandé plusieurs lors du financement participatif. Donc, d'accord. Et de toute façon, voilà, on creusera un petit peu. Ouais, c'est Dédale, on me confirme que c'est Dédale. On creusera un peu, je trouve cette question intéressante, je vais me la noter, je vais creuser, et puis quand vous irez voir la rediffusion, je suis sûr que tous vous allez aller voir la rediffusion sur YouTube, ça me paraît une évidence, on aura peut-être trouvé la réponse à cette question, et je le mettrai du coup dans la description de la vidéo. Voilà. Donc, on va se lancer au niveau des questions-réponses. Alors, moi, je vais en faire quelques-unes que j'ai notées de mon côté, qu'on m'a envoyées en MP. Mais bien sûr, dans le chat, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Bien évidemment, on est là pour ça. Et du coup, entre deux de vos questions, je mettrai celle que moi envoyée. Et il y a eu pas mal de, j'ai eu pas mal de questions sur, notamment sur la partie création et évolution de personnages. Alors, il y en a certaines que j'ai pas pris volontairement parce que je veux pas être méchant, mais il suffit de lire quand même un petit peu le bouquin. Au bout d'un moment, il faut qu'il y ait des incompréhensions, d'accord, mais poser des questions qui sont dans le bouquin, je trouve que c'est un petit peu redondant. On va juste faire un bref rappel, si tu veux bien, sur le nombre de traits à la création des personnages, parce qu'il y a un petit couac que j'ai vu il n'y a pas longtemps d'ailleurs sur ton Discord. Puisqu'on savait pas si c'était c'était quoi la question, un métier plus une espèce plus un trait, ou si c'était soit l'un ou soit l'autre. Est-ce que tu peux tout démêler, s'il te plaît? Absolument. Donc quand on crée le personnage il est défini par deux traits qui sont soit une race fantasy et un adjectif, donc gobelin enthousiaste, c'était ça? Motivé, mais ça marche aussi. Gobelin motivé, c'était le personnage de Manitou quand on a joué ensemble. Soit une profession, ou en tout cas un métier, une activité et un adjectif, comme, je sais pas, brasseur jovial, par exemple. Et dans ce cas, le personnage est de race humaine. J'avais jamais pensé à brasseur, je vais me le rajouter, ça peut être cool en fait. Franchement. Ok. Voilà, oui, effectivement. Donc voilà, à la création de personnage, il y a deux traits. Alors, je pense que la confusion, elle est venue peut-être aussi du fait que quand on crée collectivement les collègues, le contremaître, le cartographe, l'économe et l'employé du mois, on leur donne trois traits. Et du coup, cette différence a peut-être introduit un peu de confusion.
Mais donc, c'est bien 2 traits selon les modalités qu'on vient de décrire. Ok, eh ben, ça me paraît limpide. Et pour rester donc dans la thématique des traits, j'ai reçu une question, mais je sais plus qui. Comment déterminer les avantages d'un trait, que ce soit une espèce ou autre? Par exemple, un jean. Qu'est-ce que concrètement, en plus ça m'intéresse parce que je vais bientôt en jouer un, tu vois, c'est génial. Concrètement, un jean, comment tu peux imaginer que ça peut être apporter un point positif? Alors, donc, il y a plusieurs niveaux sur lesquels on peut imaginer qu'un personnage va être avantagé de par son trait, et en particulier de par son trait racial. Le premier niveau, c'est la race elle-même. Donc, imaginons que en tant que djinn, tu dois interagir avec des Efrites ou autres, ou des momies ou autres. On peut partir du principe que, comme ça fait partie de la même mythologie, de la même culture, que tu peux avoir un avantage sur des jets d'interaction, sur des connaissances particulières, etc. Donc ça, c'est le truc le plus simple, j'ai envie de dire, et puis ça marche un peu pour tout. Si tu es mort-vivant, tu vas faciliter avec les morts-vivants. Si tu es un gobelin, c'est plus facile de parler avec des orques, etc. Après, sur les caractéristiques physiques du personnage, il y a évidemment une part d'interprétation. Moi, je le vois un peu de 2 façons. La première, c'est il y a des avantages sur des jets liés à, ou des désavantages d'ailleurs, liés à des caractéristiques physiques qui sont assez évidents. Je me rappelle, dans une des premières parties test, on avait quelqu'un qui jouait un golem d'airain. Donc, par principe, pour moi, il fait 2 tonnes et demie. Quand il fallait passer sur une petite planche pour traverser un gouffre, clairement, il était en désavantage. Alors que le Pixie qui fait 25 grammes, il est plutôt en avantage, quoi. Donc, il y a un niveau qui est quand même assez simple. Après, le djinn, c'est un cas un peu particulier. On peut avoir ça avec les spectres aussi, etc. C'est des créatures qui sont plus ou moins incorporelles. Alors, pas complètement pour le djinn, mais tel qu'on se le représente, il n'a pas de jambes, il a une sorte de tourbillon d'air sous lui. Donc, typiquement, pour des personnages comme ça, moi, j'ai tendance à, quand ça paraît logique, à carrément ne pas demander de jet. Donc, typiquement, il faut passer, il passe au-dessus d'une trappe. Normalement, il y aurait un jet de dextérité pour voir s'il se casse la gueule ou pas. Là, en l'occurrence, il va pas déclencher la trappe et puis c'est tout. Et puis, d'un point de vue ludique, ça me pose pas de problème parce que de toute façon, le gars derrière, il va se la prendre, la trappe. C'est génial. Au final, je m'en fiche complètement. J'ai pas perdu une opportunité de faire un moment de jeu intéressant. Mais par contre, ça permet de tenir compte justement de ces caractéristiques-là. Donc le truc qui me paraît important, c'est que il n'y a pas besoin de s'asseoir au début de la partie et de lister toutes les situations où être un djinn, ça va t'avantager ou te désavantager. C'est plutôt des trucs qui vont ressortir au cours de l'eau pendant la partie. Et typiquement, la plupart du temps, moi, je m'attends plutôt à ce que ce soit le joueur qui dise « Ah mais attends, je suis un djinn, donc je devrais être avantagé là-dessus ». Et là, c'est juste au MJ de dire « Bah oui, effectivement, c'est logique, la plupart du temps, c'est ce qu'il va dire ». Ou alors, si c'est extrêmement tiré par les cheveux, il peut dire « Non, là, t'es gentil, mais je vois pas ce que ça va changer ». Quoi. Et bien sûr, donc, à ne pas confondre les traits avec les avantages avec les sorts, puisque si tu avais pris le... Je me rappelle plus ce que tu avais pris comme exemple dans le bouquin, un ange, je crois, où effectivement il volette un petit peu, il est vite, mais il peut pas vraiment voler. S'il veut voler, il lui faut la capacité spéciale ou une magie qui lui permettent ça. Non, c'était sur les vampires, je crois, dans l'exemple. Ouais, en tout cas, c'est le principe est le même. Effectivement, le principe de base, c'est que on offre la liberté de jouer absolument n'importe quelle créature dans le jeu, mais il y a une part de suspension d'incrédulité, c'est-à-dire que le joueur, il ne faut pas qu'il s'attende à ce que parce qu'il joue une créature qui est balèze dans le Monster Manual, il va être plus balèze que les autres. L'équilibrage du jeu fait que... oui, je sais, Fred Boot fout la merde. Le chat est en feu, là. Non, mais on l'a embauché comme animateur du chat. D'accord, je comprends. Mais oui, donc effectivement, l'idée, c'est que voilà, si je joue un vampire au rang 1, je vais devoir acheter, entre guillemets, mes pouvoirs, soit en prenant des sorts, soit en prenant des avantages spécialisés. Mais le fait que j'ai le trait vampire ne me confère pas automatiquement tous ces pouvoirs. D'accord, ça me paraît limpide.
Il y a Kiefer qui est très curieux, hein, comme d'habitude. Lui qui s'intéresse surtout à la conception en fait du jeu. Il demande, entre les premières lignes et les livraisons, c'est une aventure de combien d'années, Donjons et compagnie? Alors, il y a un peu deux réponses à cette question, parce qu'en fait, ça a commencé comme une campagne, donc j'étais pas dans l'idée d'en faire un jeu et encore moins de le publier. Et cette campagne, la première campagne, elle a eu lieu en 2009. Elle était motorisée par le DK System à l'époque. Oh. Et en fait, pour l'anecdote, et on y reviendra peut-être parce que ça touche à cette question de pastiche versus parodie. Pour l'anecdote, j'ai fini par la saborder parce que j'avais un joueur à la table qui ne pouvait pas prendre le jeu sérieusement. Ah. Donc il n'arrêtait pas de vanner parce que pour lui, comme c'était un jeu déconne, c'était une licence pour faire n'importe quoi, un peu comme Fred Boot en ce moment sur le chat. Donc je sais déjà que je jouerai pas, je jouerai jamais avec Fred Boot. Et en fait, je savais pas comment gérer ça. J'arrivais pas. Moi, j'avais envie. Je me rappelle d'une scène en particulier, qui est une scène que tu as fait jouer d'ailleurs il y a pas très longtemps, où il négociait avec un dragon et le joueur qui parlait au dragon, il était comme ça, il flippait vraiment. Et l'autre, il faisait des blagues toutes les 30 secondes et ça cassait complètement l'ambiance. Bah ouais. Et je me suis dit, je sais pas comment gérer ça. Et du coup, comme ça me frustrait, j'ai mis fin à cette campagne. Et en fait, 6 ans plus tard, donc en 2016, j'ai remis le truc sur la table pour proposer une partie à un groupe de potes. Et puis, en fait, ils m'ont dit non, mais il faut en faire un jeu, c'est super original, ça a du potentiel, etc. Et du coup, là, j'ai commencé vraiment à réfléchir en termes de ça. Donc, si je suis honnête, les premières lignes, elles ont plutôt été écrites en 2016 qu'en 2009. Même s'il y en a que ça intéresse, j'avais fait un compte-rendu de partie par écrit en 2009. Je suis tout à fait disposé à le diffuser. Tu avais même un site, je crois, parce que j'étais allé fouiller aussi. Je suis tombé sur un site. Ouais. Alors, le site, il est relativement récent. Et puis, en fait, je ne l'ai pas alimenté parce que je suis nul. D'accord. Mais il est toujours là. D'accord. Et donc, ouais, j'ai commencé à vraiment conceptualiser le truc sérieusement en 2016. Il y a eu on est passé par. Donc, j'ai pas repris le DK en 2016. J'ai utilisé un système libre du Grumpf qui s'appelait 6 et 20, je crois. Et puis après, j'ai envoyé le pitch au Grumpf en lui disant qu'est-ce que t'en penses. Et il a dit mais il faut pas utiliser mon système, il faut utiliser Macchiato. Et donc c'est lui qui m'a fait découvrir Macchiato, que j'avais acheté mais que j'avais pas lu comme un abruti. Et en fait, quand j'ai lu Macchiato, je me suis dit mais c'est incroyable comment ça répond à mes besoins, quoi. D'accord. Et du coup, voilà, à partir de ce moment-là, c'est devenu sérieux. Après, en termes d'écriture à proprement parler, le livre de base, il était fini, je pense, mi-2019, fin 2019. Donc, il y a eu 3 ans d'écriture. Après, il y a eu pas mal de délais pour plein de raisons avant qu'on puisse lancer le financement. Et puis après, comme vous le savez certainement, on a débloqué beaucoup trop de trucs pour le financement. Merci tout le monde, mais j'avais pas du tout anticipé la masse de boulot que ça allait représenter. Et donc, comme beaucoup de premiers financements participatifs, je me suis retrouvé complètement débordé. Et c'est pour ça qu'on a pris du retard au final sur la livraison. Donc, pour moi, c'était un énorme soulagement quand les premiers colis sont arrivés chez les gens. C'était genre, ok, je peux arrêter de stresser. Ça y est. Après, moi je trouve que tout ce qui a été débloqué, ça l'a quand même vachement amélioré le jeu. Et c'est vrai que c'est un package qui est parfait en fait, qui est très bien. Il y a de quoi jouer, on a plein de scénars. C'est bon. Alors petite parenthèse, hein, je ne suis pas sponsorisé, donc je dis ce que je veux et c'est sincère. Et j'ai pas de service presse non plus, donc voilà. Mais non, c'est très cool. On a fait d'ailleurs la critique sur la chaîne d'iStory. Et je vais vous mettre dans le chat le lien vers le Discord, du coup, le Discord officiel de Benoît sur Donjons et compagnie. Et a priori, Telsi va acheter le jeu en allant à Liège, puisque Entremonde doit voir le bouquin. Voilà. Si j'ai bien suivi. Super. Qui avait demandé... Ah oui, d'ailleurs, Telsi avait demandé, est-ce que le jeu, on est plutôt sur un jeu à but narratif? Alors, c'est un terrain très délicat, toutes ces histoires de narratif, pas narratif, etc. Mais en fait,
Bon, pour moi, tous les jeux de rôle sont narratifs dans le sens où on est là pour raconter une histoire collectivement. Après, l'équilibrage des mécaniques, il est plus ou moins du côté de la simulation ou plus ou moins du côté d'alimenter l'histoire. Pour moi, c'est pas un jeu narratif dans le sens où on n'est pas comme sur du PBTA par exemple, sur des jeux où les jets de dés génèrent automatiquement des éléments d'histoire. On n'est pas sur ce genre de mécanique-là. Par contre, on est sur une mécanique de type OSR où il y a un degré d'abstraction un peu plus important que dans la plupart des jeux OSR. Donc effectivement, on a des traits, on a pas mal d'éléments qui sont créés en mode partagé. Voilà, les faveurs. C'est exceptionnel ça comme système. Hein. Moi, j'adore ça. Mais on n'est pas sur, le genre de jeu où on va pouvoir lancer un truc sans rien préparer et espérer que les différents jets de dés qu'on va faire vont créer l'histoire tout seul, quoi. Donc, ce qui est intéressant, c'est que j'ai eu beaucoup de retours de gens qui étaient a priori plutôt contre les jeux narratifs, entre guillemets, et qui, une fois qu'ils y ont joué, parce qu'ils ont retrouvé les caracs, les points de vie, etc., m'ont dit ouais, finalement, c'est quand même assez narratif, mais ça va bien, quoi, ça me plaît bien. Et j'étais assez content parce que moi, je suis pas très querelle de chapelle, je peux m'éclater des deux côtés, mais du coup, de voir que des gens qui ont l'habitude de systèmes un peu plus touffus, finalement, ils trouvent quand même leur plaisir, c'est assez agréable, quoi. Non, c'est cool, ouais. Et puis, comme je l'ai dit plusieurs fois déjà, voilà, j'ai 50 piges, moi je crée un jeu auquel je peux jouer, c'est-à-dire que j'ai des slots de 3 heures de jeu, je suis plus comme quand j'étais étudiant, faire des parties de 7 heures, donc il faut que ça aille vite, quoi. Sinon, j'ai l'impression, moi, de rien raconter, quoi. C'est vrai. Et donc, comme je dis souvent aux débutants, voilà, opération de nettoyage, qui est le scénar un peu d'initiation qui est dans l'écran, il a été conçu pour création de perso plus 2 heures de jeu, donc une séance de 3 heures. Tout est inclus, on crée les persos, on fait la partie, on fait le wrap-up. Ouais. Voilà. Non, et puis en plus, je pense qu'en présentiel, ça doit aller plus vite que ce que nous on fait en virtuel. C'est sûr, moi je l'ai remarqué aussi. Hein. Je l'ai remarqué aussi. Pour une partie de 3 heures en présentiel, elle fait 4 heures en distanciel. Bah justement, on va rebondir alors sur la question de Caprice qui nous vient de la chaîne Orion JDR, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Est-ce que tu estimes que Donjons et compagnie pourrait être fait jouer à des rôlistes débutants? Alors, c'est une question vachement intéressante parce que moi, au départ, je pensais que non. Je pensais que non parce que y a un bagage référentiel autour de D&D dans le jeu qui fait que pour moi, si on connaissait pas un tout petit peu D&D, c'était quand même difficile de rentrer dans le jeu. Et j'ai un copain, un très bon pote, qui a été un des principaux MJ qui a fait les playtests. C'est-à-dire, dans la phase de playtest, il y a eu d'abord une grosse série de playtests que j'ai faite moi. Et après, j'ai fait un kit de tests que j'ai distribué à plusieurs personnes. Et dans ces personnes, il y en a 2 ou 3 qui ont aussi pas mal fait jouer le jeu. C'est vachement important pour moi dans le processus créatif parce que tout ce qu'on pense avoir très bien expliqué, et d'ailleurs, on voit que malgré ça, il y a encore des trucs que j'ai pas suffisamment bien expliqués, mais tout ce qu'on pense avoir très bien expliqué, quand c'est quelqu'un d'autre qui doit se l'approprier, c'est là qu'on voit ressortir des éléments où ça tourne pas, etc., et qu'on peut faire des corrections. Et du coup, donc ce pote, Michel, pour ne pas le nommer, salut, Michel. voilà, Michel, il m'a dit non, mais moi j'ai envie de le faire jouer à des débutants. J'ai dit attention, ça va être casse-gueule, etc. Et puis il me dit oh, t'inquiète pas, je me débrouille. En fait, à Paris, il y a une bibliothèque, la bibliothèque Louise Michel, qui tous les mois fait une soirée jeu de rôle. Et les MJ se pointent, ils pitchent leur jeu, et puis les gens lèvent la main en disant bah, moi je veux faire ça. Et en fait, 80 ou 75% des gens qui viennent, ils n'ont jamais fait de jeu de rôle de leur vie. Et donc, il s'est retrouvé avec des tables avec quasiment que des joueurs débutants, et ça s'est très bien passé. Et du coup, ça m'a fait un peu réfléchir, et en fait, je me suis rendu compte que, je pense, la raison pour laquelle ça marche, c'est que D&D, c'est pas le seul référentiel du jeu. Alors déjà, il y a un truc, c'est que avec Nullbuck, Game of Thrones, etc., autant moi, quand j'étais gamin, la fantasy, c'était vraiment un truc qui était confiné à quelques personnes qui suivaient ça de près. Bien, quoi, ouais. Autant maintenant, ça s'est beaucoup généralisé. Ça, c'est le premier point. Et puis, le deuxième point, c'est qu'il y a aussi tout un côté référence au monde de l'entreprise
et où là, la plupart des gens, ils ont ces références-là, puisque ils ont bossé dans une entreprise. Et du coup, c'est facile de rentrer, c'est peut-être même plus facile de rentrer dedans que dans un jeu de fantasy classique où, du coup, voilà, il y a la casse des machins, il y a la race des trucs, etc. Là, finalement, ça se fait presque tout seul. Et donc, j'ai été obligé d'admettre, et à mon grand plaisir, hein, que, en fait, oui, ça marche très bien pour des joueurs débutants. Bah, pour avoir initié pas mal de personnes, et puis Artemis, je pense qu'elle pourra le confirmer aussi, oui, ça marche pour les débutants, puisque même chez des jeunes joueurs ou joueuses, ils ont des codes qui viennent de jeux vidéo. World of Warcraft, tu vas dans un donjon pour tuer les créatures, faire des trucs et tout ça. Donc les codes basiques, on va dire, avec les monstres, etc., ils les ont. Et puis le système, j'ai envie de dire qu'il est quand même assez rapide à assimiler, quoi. Donc on perd pas de temps avec ça et ça coule plutôt bien. On a Lightbringer qui dit qu'il a acheté la totale, hein. Bravo à toi Benoît, et ses joueurs sont à fond. Et donc on parlait tout à l'heure des fiches sur les différentes plateformes. Visiblement il en a fait une aussi sur Foundry VTT. Donc je sais pas si ce sera disponible pour tout le monde ou quoi, mais si tu as moyen de partager ça, et Light ou quoi, envoie-moi un petit message, et si des gens ont envie d'essayer le truc sur Foundry et que ça te dérange pas, je leur transmettrai. Ça peut être super cool, quoi. Notamment avec la lumière dynamique qui pourrait m'intéresser. C'est pas mal tout ça. Pas de connaissances, hein, pour le coup, ça répond pile poil à ma question. Bah voilà, parfait. Mais de toute façon, je te ferai faire une partie Caprice, hein. T'inquiète pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'avais eu une question, là je le fais de mémoire, mais tant qu'on y est. Est-ce que les œuvres de Pâques, il n'y en a que sur la carte? Et ça, c'est un de mes joueurs qui a posé la question depuis la dernière fois que tu nous as teasé un petit peu ça. Oh non. Moi j'ai la réponse. Hein, non, il y en a partout. Il y en a partout. En fait, juste pour raconter ça un peu, parce que c'est voilà, avec Laetitia, quand on a commencé à bosser sur les illustrations du jeu, enfin quand elle a commencé à bosser sur les illustrations du jeu, moi j'avais de toute façon envie d'inclure des clins d'œil, des petits éléments, voilà, qui soient référentiels de partout. Mais en plus, j'ai eu envie que elle intègre aussi des éléments qui la faisaient marrer, qui l'intéressaient. Donc, ça veut dire que déjà, il y a deux niveaux de pack. Il y a des œufs de pack dans le texte et il y a des œufs de pack dans les illustrations. Et après, dans les illustrations, il y a encore des trucs que je découvre tous les jours. Donc, c'est-à-dire que même toi, t'es pas au courant de tout, quoi. Non, il y a Laetitia, l'autre jour, me dit... c'est quand on était à la Geek Convention à Compiègne, elle me dit non mais c'est hyper rigolo les œufs de Pâques parce que mon mari l'autre jour il descend de son bureau et il me fait mais il y a Wonder Woman dans Donjons et compagnie et elle me dit c'est hyper drôle, il l'avait pas vu. Je lui dis mais il y a Wonder Woman dans Donjons et compagnie. Bah oui. Elle me dit bah oui, il y a Wonder Woman dans Donjons et compagnie et je l'avais absolument pas vu et du coup après je suis allé avec mon fils, on a épluché le bouquin et effectivement on a retrouvé Wonder Woman. Mais du coup je suis sûr qu'il y en a encore plein que j'ai pas vu, quoi. Ouais. Alors après il y a différents niveaux de pack. Il y en a qui sont des hommages et il y en a qui sont vraiment des blagues, quoi. Donc typiquement si vous regardez, je vais en révéler un. Mais si vous regardez l'illustration de pleine page qui ouvre la campagne dans le Secret Excavé, et que vous allez ouvrir votre édition de Bilbo le Hobbit, parce que vous en avez forcément une, sinon vous n'êtes pas des vrais geeks, vous verrez que l'illustration, c'est un hommage à l'illustration où on voit Smaug, la première illustration de Tolkien lui-même. C'est là que tu parles, Smaug. Je sais pas si on va le voir. Ouais, c'est ça. Pour ceux qui n'ont pas encore acheté le bouquin, faites-le. Vous verrez qu'en fait, la construction de l'illustration, elle est faite exactement de la même façon, et c'est un hommage de la même façon que la couverture de Secret Excavé, c'est un hommage à une vieille couverture de D&D. Voilà, c'est vraiment des hommages, parce que moi, c'est des trucs qui m'ont inspiré quand j'étais môme. Un peu difficile à montrer sans le recueillir. Voilà. Alors, je réponds juste à Caprice. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas une vraie geek, ça veut juste dire qu'en dépensant 12 €, tu peux devenir une vraie geek. C'est ça.
Ah bah, c'est chouette, mais non, mais en plus, enfin, j'en remets une couche avec, je vais le remettre encore, mais le Discord hein, de Benoît, donc sur Donjons et compagnie, il y a justement une rubrique hein, où les gens peuvent demander s'ils ont bien trouvé ou pas Bien identifier les les autres autres packs packs. Ouais, et donc s'ils ont trouvé des que j'ai pas trouvé moi. c'est ça, c'est assez rigolo. Ah, t'as fait une Alors, deuxième vente, quoi. pour répondre à Talsi, non, c'est pas le livre du maître Advance, c'est l'Honors Arcana. Je sais plus comment il s'appelait en français. Enfin voilà, Honors Arcana. Voilà. Alors, Lightbringer me dit que si tu es d'accord, hein, Benoît, il passera ce qu'il a fait comme travail hein, pour Foundry VTT, mais il attend ton accord. Ouais, ouais, bah, pour moi, il n'y a pas de souci. Après, je suis bien conscient qu'il y a des éléments de règles qui se retrouvent du coup intégrés dans les outils. Mais Donc pour moi, ce sera un truc non officiel hein, de toute façon, et ouais, mais on voilà, pour moi, regardera ce qu'on peut faire. le plus important, c'est que les gens puissent y jouer. Donc. Hop, parfait. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder maintenant? Parce que j'en ai listé quelques-unes, donc ça on a parlé. Ah oui, ça a fait pas mal écrire hein, sur ton Discord justement, si on pouvait revenir vite fait sur les entraînements martiaux et leur évolution. Parce que je sais, mais au moins comme ça on va le dire de façon vocale, ça va être clair. Ouais, ouais, ouais. Euh, Alors, non, mais juste une petite préface là-dessus. C'est dingue parce que ce truc, on y a passé des heures pour essayer de l'écrire de la façon la plus claire possible. ouais, mais Et clairement, on n'y est pas arrivé. très sincèrement, Clairement, moi j'ai trouvé ça limpide. Alors je sais pas si c'est parce que tu m'y avais fait jouer avant et que j'ai été influencé ou quoi, mais enfin, à titre personnel, j'ai pas buté là-dessus, ni que ce soit l'évolution, ni quoi que ce soit, mais après voilà. Bon, en tout cas, pour certains, c'était clairement pas suffisamment clair. Et comme le but de tout bon auteur, c'est d'être clair pour tout le monde, ben, on n'a pas, sur ce point-là, on n'a pas totalement réussi. Donc, pour clarifier le point. Donc, l'entraînement martial, il est pris à la création de personnage. Et une fois qu'on l'a, et on peut l'augmenter, on peut le rendre meilleur, mais on le prend pas plusieurs fois, contrairement. C'est là qu'est la source de confusion, en fait. C'est que les autres entraînements, on peut les prendre plusieurs fois et ça correspond à chaque fois à des pouvoirs différents. L'entraînement martial, on le prend une fois et après on le booste, en fait. Et donc, à la création, on peut le prendre une fois, voire deux fois, puisque toutes les options à la création, on peut les prendre deux fois. Et donc, si on le prend deux fois, on le booste. Donc, au lieu d'être à D8, il est à D10. Donc, ça veut dire qu'on peut avoir un personnage à la création qui a D10 en dé de vie et l'entraînement martial à D10. Donc, il pourra utiliser des armes jusqu'à D10 et des armements jusqu'à D10. Par contre, il aura que ça puisqu'il aura claqué ces deux options de création. Donc, il n'aura aucune autre particularité à la création sur son personnage. Une petite pensée à notre ami Krax qui a fait ça et qui a tiré un 1 sur ses points de vie. C'est pour ça qu'on peut sacrifier les points de constitution pour relancer. et ensuite, on ne peut augmenter l'entraînement martial que au rang 4 et au rang 7 et au rang 10 avec l'entraînement, le bénéfice particulier d'entraînement. Donc voilà, c'est ça la règle. On a fait un tableau qui, j'espère, est assez clair, qui est disponible sur le Discord et il est aussi sur le groupe Facebook. Je l'ai épinglé sur le groupe Facebook aussi pour essayer de clarifier ce point parce qu'effectivement, il y a pas mal de gens qui se sont un peu arraché les cheveux sur cette formulation. Si un jour on fait une deuxième édition, je sais où je vais passer mon temps de réécriture. Ça va être sur cette page-là. Je vais vous mettre le lien justement du groupe Facebook si vous voulez venir aussi. Hop, normalement, si je me suis pas raté, ça devrait apparaître. J'ai lu ta question, Artemis, et elle rejoint celle que j'ai mis de côté, donc on y viendra. Ok, bah ça me paraît clair. Du coup, est-ce qu'on peut revenir sur l'entraînement magique? Parce que c'est un peu le quiproquo qu'il y a eu sur le Discord par rapport à est-ce que si je le reprends, j'ai le droit de nouveau à avoir 2 sorts? Alors, j'ai jamais eu le cas en création de perso, mais pour moi, oui. Enfin, je dis pour moi parce que le jeu d'origine c'est Macchiato, mais pour moi, si on prend 2 fois la création de perso, on a 4 sorts. Par contre, là, pour le coup, on va commencer avec D6 points de vie. Ouais. Et sachant que tous les sorts coûtent des points de magie et donc très vite des points de vie parce qu'on n'a plus de points de magie, je sais pas ce que tu vas faire avec 4 sorts. C'est versatile, mais au final, tu lanceras probablement qu'un sort par partie parce que tu n'auras pas les points de vie pour en faire plus. Mais
c'est tout à fait possible. Et donc, c'est le même principe que l'entraînement martial, c'est-à-dire que tu ne peux le prendre ou pas hein, que au niveau 1 et ensuite uniquement au niveau 4, 7, 10, etc. Alors, On parle bien de l'entraînement, hein, pas des sorts supplémentaires. ouais, ah oui. Donc oui, effectivement, si tu l'as pas pris au niveau 1, tu ne peux le reprendre, enfin la prochaine opportunité de le prendre, c'est au niveau 4, puis au niveau 7, puis au niveau 10. D'accord. Et c'est que les entraînements spécialisés qu'on peut prendre n'importe quand. Mais effectivement, l'entraînement martial et l'entraînement magique, ils ne peuvent être pris, si tu les as pas déjà pris, que au niveau 4, 7 ou 10. Et du coup, quel est l'intérêt de prendre l'entraînement magique, de le reprendre au niveau 4? Est-ce que ça te donne 2 dés de plus? Est-ce que ça augmente ton espèce de dé de focus ou... Non, pour moi, ça il n'y a pas d'intérêt de le reprendre. Ça n'a aucun intérêt, non. D'accord. Ok. Bah, comme ça, au moins, c'est clair. Alors, pour l'anecdote, dans la première campagne de playtest, il y avait un personnage assez vicelard qui voulait, en fait, l'employé du mois, c'était un mort-vivant, et pour éliminer l'employé du mois, il avait ourdi un plan machiavélique qui était de le ramener à la vie. Oh, et sauf qu'il n'avait pas l'entraînement magique. Donc en fait, il avait fait tous ses objectifs de personnel en fonction de ça, et l'objectif de rang 4, c'était apprendre à faire de la magie. Donc il fallait qu'il trouve un grimoire, il fallait machin, etc. Et c'était assez génial parce que du coup, tous ces objectifs s'enchaînaient vers ce méga objectif de niveau 5 ou 6 qui était de ramener l'employé du mois à la vie. C'est génial. C'était assez marrant. Et du coup, on va finaliser ce triptyque de questions sur justement les capacités spéciales. Qui contrairement aux entraînements martiaux et magiques, peuvent se prendre à chaque passage de rang, on est d'accord? On est d'accord. Et elles ont l'énorme avantage de ne pas nécessiter de jet de dés, donc de marcher à chaque fois. Par contre, on a un nombre limité d'utilisation. Et alors là, pour info, il y a 2 petites différences avec Macchiato. S'il y a des gens qui achètent Macchiato, il y a 2 petites différences avec Macchiato. La première, c'est qu'à Macchiato, c'est un nombre de fois par jour, c'est pas un dé d'usage. Donc quand on augmente, on a une fois de plus d'utilisation. Moi, ça me faisait marrer de mettre un peu d'aléatoire là-dedans, je trouvais ça plus sympa. Et l'autre différence, c'est que dans Macchiato, les entraînements spécialisés sont vraiment très très directement liés à qui on est, au personnage. Donc en gros, prendre les pouvoirs du vampire en entraînement spécialisé, oui. Prendre un entraînement spécialisé qui a rien à voir entre guillemets avec qui est mon personnage dans Macchiato, c'était non. D'accord. Pareil, moi j'avais envie d'ouvrir un peu le truc et de donner un peu plus de liberté là-dessus. Ouais, c'est plutôt cool, je suis assez d'accord, c'est bien vu. Et avant de passer à la question d'Artemis, justement pour les capacités spéciales, on m'a posé, je suis vraiment désolé, j'ai pas les noms, hein. On m'a posé la question comment créer et savoir si une capacité spéciale est suffisamment forte ou au contraire si elle est beaucoup trop forte. Et je pense que cette question vient du fait que dans les pré-tirés, alors les pré-tirés haut niveau pour le coup, tu as un alflin dont j'ai oublié le nom, verte poire, un truc comme ça, qui a la capacité de convaincre n'importe qui de faire n'importe quoi. Et c'est vrai qu'en tant qu'MJ, je trouve que c'est des capacités qui sont effrayantes. Ouais. Alors, dans tous les cas, et ça c'est écrit noir sur blanc, hein, le MJ a toujours la possibilité de dire non, ça je peux pas accepter ça, madame. Moi j'ai fait une expérience de jeu assez intéressante il y a quelques années. J'ai fait une très courte campagne d'un jeu qui s'appelle Godbound, qui est un jeu où on joue des dieux. Et on joue vraiment des dieux. Je veux dire, dans le premier scénario, il y a un personnage qui a fait sortir une île au milieu de la Méditerranée, qui du coup n'avait pas d'appartenance territoriale, donc c'était chez lui, quoi. Ce genre de niveau de pouvoir. D'accord, ouais. Et alors c'était épuisant, c'était très dur. J'ai fait 5 parties et les joueurs à la fin ils m'ont dit on s'arrête pas là. J'ai dit je peux plus, je suis complètement rincé, j'avais plus d'idées. Parce que c'est hyper dur de leur mettre des vrais challenges en face. Bah, c'est ça.
Mais c'était une super expérience de lâcher prise aussi, parce que je me suis rendu compte que c'était vachement intéressant pour moi en tant qu'MJ et pour les joueurs, de pas tout le temps les brider, de pas tout le temps mettre quelque chose en face de leur puissance. Je pense qu'on a des réflexes qui viennent justement de D&D, des jeux d'exploration, qui est de toujours dire quand un joueur veut faire quelque chose, la première réponse c'est non, dans le sens où il va toujours y avoir un obstacle. Maintenant, je suis un peu plus coulant. C'est l'âge, ça. Peut-être. Normalement, c'est plutôt l'inverse. Hein. On devient vieux con, mais bon, je sais pas. Fred Booth nous dira sûrement. Mais par contre, ce que j'ai constaté, c'est que en fait, ça part assez rarement en sucette. Je crois que de tous les pouvoirs spéciaux que j'ai fait jouer, il y en a que un où je me suis dit, bon, c'était un one shot, où je me suis dit, si c'était en campagne, là, ça serait un peu trop cheaté. Mhm. C'était un pouvoir qui était chanceux. D'ailleurs, c'était encore mon pote Michel qui l'avait fait. Ah ben. Le pouvoir, c'était chanceux. Et la façon dont je l'avais structuré, c'était dans une pièce donnée ou une scène donnée, je sais plus, tu as un avantage sur tous tes jets. Et en fait, c'était clairement too much. Bah ouais. Donc, Surtout si à je devais. D6, quoi. Après, t'as plein de chances de le faire, quoi. Voilà, si je devais le refaire, je pense que je réfléchirais à une autre manière de le faire. Mais, enfin, l'autre point qui est important, c'est que voilà, il faut qu'il y ait un dialogue autour de la table. Donc, on peut tout à fait, si j'ai des doutes, par exemple, je peux dire aux joueurs, écoute, ok, on va le faire comme ça là maintenant. Mhm. Et après. si au bout de 2 parties, je me dis que c'est vraiment too much, on trouvera une manière de le brider un peu, de le nerfer pour que ça soit un peu plus équilibré, quoi. Alors après, je vais être tout à fait honnête. Les persos pré-tirés de rang 6, ils ont été testés, je crois, une partie. Il y a une partie qu'on les a utilisés. Donc, c'est possible que dedans, il y ait des pouvoirs qui paraissent un peu cheatés. Mais il ne faut pas hésiter, dans ce cas, si vous voulez vous en servir en tant qu'MJ, à dire bon, celui-là, je le réécris ou je le modifie un peu. Moi, clairement, quand je fais jouer, j'ai fait tous les personnages rang 1 pour que ce soit disponible, sauf Laflin, quoi. Clairement, Laflin, il est trop fort. Non, mais bon, faut pas hésiter. Après, je pense à le. Bah écoute, j'ai aussi une question, tiens, vu que je t'ai sous la main, parce que c'est un truc qui m'interpelle, justement, au niveau des capacités spéciales. Est-ce que, dans ta conception du truc, est-ce qu'une capacité spéciale, c'est toujours quelque chose qui doit être actif, ou tu peux permettre une capacité d'être passive? Là, je prends l'exemple, dans la campagne, on a Nanar, donc le roi des éléphants, qui a une capacité qui s'appelle tatouage tribal, ou je sais pas quoi. Et en gros, quand il subit une attaque, il déclenche son tatouage et il absorbe un nombre de points de dégâts équivalent en fait à son dé. Comme si c'était une armure, quoi. Et je me suis dit, bah, c'est vrai que c'est fort parce que du coup j'ai du mal à le blesser. Et en plus, il le fait tout le temps en réaction. Et je me suis dit, est-ce que c'est conçu comme ça en fait dans le jeu, ou est-ce que ça devrait être plutôt une action qui permet d'utiliser la capacité? Alors, pour moi, ce que tu décris là, c'est pas encore un vrai problème. Ah. Je m'explique. Il l'utilise quand même avec un dé d'usage, donc au bout d'un moment, il l'aura plus. Le vrai problème, c'est le joueur qui te dit, moi, ma capacité, c'est que je peux passer à travers les murs tout le temps. Enfin, ou je sais pas comment, Oui. ou j'ai la peau tellement épaisse que j'ai une armure naturelle, par exemple. Ouais. Où je fais naturellement, avec mes points, je fais D8 au dégâts. Tu pourrais tout à fait imaginer un gars qui joue un ogre, par exemple, il pourrait dire, moi, ma capacité spéciale, c'est que je fais des dommages de D8 par défaut. Ça, c'est pas prévu par les règles, normalement. D'accord. Alors après, après, on peut sortir du carcan des règles et essayer de trouver des solutions qui brisent pas complètement l'équilibre. Mais effectivement, normalement, c'est pas comme ça que c'est conçu. D'accord. Donc, par contre, ce que tu décris, toi, c'est juste la nuance entre, si je comprends bien, si je te surprends, tu peux pas utiliser ton pouvoir parce qu'il faut me dire activement que tu t'en sers. C'est ça. Bon,
ça se discute. Là, je lui ai autorisé, parce que tu l'as dit très justement, je suis trop gentil. Donc, je lui ai autorisé à le faire plusieurs fois, et c'est vrai que ça l'a vraiment avantagé, quoi. Mais pour le coup, ça me choque pas plus que ça. D'accord, bah, parfait. Donc, ok. Bah, parfait, j'ai ma réponse. Donc, alors, avant qu'on passe à la question d'Artémis, et il faut qu'on la traite, je voulais juste soulever un point qui est quand même Enfin, c'est un point absolument vital. Hein. C'est que si vous regardez dans Donjons et compagnie, vous verrez que tous les alphelins ont des noms de famille qui sont construits sur la même structure, c'est-à-dire un adjectif et un fruit ou un légume. Donc, ça ne m'étonne pas que tu aies confondu noir prune avec verte poire, et ça aurait pu être rouge. Mais je suis sûr que verte poire, il y est dans ton jeu. Je suis d'accord, il y a un verte poire. Ouais, c'est ça. Donc voilà, c'est juste pour vous dire, si vous cherchez un truc facile pour trouver des noms de alphelins sur le pouce, ça marche à tous les coups. Ok, bah du coup voilà, les questions suivantes, c'était justement à propos des faveurs, alors on m'a posé cette question, mais je la trouve très vague, je sais pas trop comment on peut la traiter, mais jusqu'où on peut aller avec les faveurs? C'est un peu vague de répondre à ça. Alors, du coup, il y a deux questions, parce que celle d'Artémis, elle est un petit peu différente. Je vais commencer par celle d'Artémis, parce que je pense que c'est un peu plus simple. Alors, il y a deux choses. Donc, un service, il modifie quelque chose dans la structure de la partie. Donc, effectivement, si j'utilise un service pour créer un passage secret, ben, le passage secret, il est là. Et sauf raison à l'intérieur du jeu pour laquelle il serait détruit ou autre. Bah oui, c'est pas logique qu'il y soit plus, quoi. C'est pas logique qu'il y soit plus, donc il y reste. Par contre, quand on utilise une faveur pour un avantage, je considère que c'est uniquement et exclusivement pour le moment où elle est utilisée. Donc, et là aussi, ça demande une petite suspension d'incrédulité, parce que effectivement, on pourrait dire, mais attends, j'avais dit la dernière fois que en allant au pince-fesses des relations mécènes, j'ai appris à me servir d'une arquebuse, donc j'ai un avantage avec l'arquebuse. Oui, bah ok, mais la mécanique de jeu fait qu'il faudra quand même que tu reprennes l'avantage, que tu redépenses, ou en tout cas que tu réutilises une faveur, un coup de pouce, si tu veux obtenir le même avantage. Donc il y a une part de suspension d'incrédulité à ce niveau-là. Par contre, à partir du moment où on utilise un service pour modifier structurellement le donjon ou une créature, ou etc., voilà, si tu dis ah mais en fait ce résident orc c'est mon cousin, je le connais, ben voilà, à partir de ce moment-là tu le connais, quoi. On va pas dire la fois d'après qu'il te reconnaît plus parce qu'il sait plus qui t'es, c'est ça. Okay. Donc oui, après voilà. Les services, alors, c'est sûr que moi on m'avait posé la question, c'est si par exemple je demande à l'Economa de me filer une épée parce que j'ai eu un pactage pourri. Donc effectivement, il claque une faveur pour l'avoir, mais ça ne veut pas dire qu'il l'aura du coup à chaque fois qu'il partira en mission. S'il veut une nouvelle fois une épée à la prochaine mission, bah, il faudra qu'il dépense une nouvelle fois un service. Un service, c'est rendu une fois. Ouais, et puis là pour le coup, c'est presque facile, entre guillemets, dans le sens où, de toute façon, l'Economa, il s'attend à ce qu'on lui rende ce qu'il vous confie. Donc, ok, je te fais une fleur, je te fais une épée, mais je m'attends à la récupérer à la fin c'est ça. À la fin de la mission, de toute façon. Mais c'est pareil. Donc, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, et je sais que, enfin, moi, j'ai mis du temps à apprivoiser ça d'une certaine façon, mais quand je dis que Donjons et compagnie c'est un jeu OSR, en fait c'est pas tout à fait vrai, ou en tout cas il y a plein de gens qui sont dans la mouvance OSR qui se reconnaîtraient pas forcément dedans. Mais pour moi le principe vraiment central qui différencie l'expérience de jeu OSR du reste, c'est ce truc en anglais dont j'ai pas trouvé de traduction vraiment satisfaisante, qui est rulings not rules, c'est-à-dire on fait des arbitrages, on n'écrit pas des règles. Pour l'anecdote, j'ai raconté ce truc-là il y a quelques temps, mais j'avais deux copains, j'ai deux copains qui, à une époque, jouaient avec Denis Gerfaux à Rêve de Dragon. Donc, Denis Gerfaux, c'était l'auteur de Rêve de Dragon. Et Denis Gerfaux, quand dans la partie, il y avait quelqu'un qui voulait faire quelque chose pour lequel il n'y avait pas de règle, il arrêtait la partie pour écrire une règle. D'accord. Ce que je trouve complètement absurde. J'ai beau avoir longtemps joué et adoré Rêve de Dragon.
la démarche me semble absurde. Là, ce que je trouve très libératoire, en fait, dans ce type de jeu et dans la façon dont j'ai structuré Donjons et compagnie et dont je le fais jouer, c'est justement que quand on est confronté à une situation particulière, on va décider à ce moment-là comment on va la traiter. Et oui, ça peut constituer une forme de jurisprudence pour la prochaine fois où je vais me retrouver dans une situation similaire, mais j'ai pas écrit une règle noir sur blanc pour laquelle je suis obligé de penser à toutes les conséquences que ça peut avoir, etc. Et non seulement ça fluidifie le jeu et ça ouvre des possibilités pour les joueurs parce que du coup ils se sentent libres de dire ben, je vais tenter ça alors que je sais qu'il n'y a pas de règle pour traiter ce problème-là, mais ça veut aussi dire que quand on est confronté à une question un peu où on se dit ah ben merde là ça pourrait avoir des conséquences, etc. Ben, on fait un arbitrage sur le moment et c'est pas si grave que ça. L'important c'est que tout le monde accepte l'arbitrage autour de la table et on avance et on continue à raconter l'histoire. Donc ça met du temps à intégrer. C'est une philosophie de jeu qui est un peu différente, mais pour moi, ça n'a que des bénéfices en fait. Oui, puis on l'a déjà dit plusieurs fois sur n'importe quel jeu de rôle. De toute façon, on a les règles de base, mais les règles elles sont là juste pour nous fournir de quoi jouer. Après, libre au MJ ou à l'AMJ de se les approprier et de les tordre un petit peu à sa convenance. Hein. Donc, il n'y a rien qui est vraiment figé dans le marbre, en tout cas. Alors, tu as raison, mais n'empêche qu'un corpus de règles, ça oriente la façon dont tout le monde joue, le MJ et les joueurs. Donc, pour te donner un exemple, à partir du moment où, dans un jeu, tu n'as plus de compétences, qui est le cas de Donjons et compagnie, bah, tu te rends compte que les joueurs font des choses qu'ils ne feraient pas s'ils avaient une liste de compétences et qu'ils n'avaient pas la bonne compétence. C'est vrai. Donc, par exemple, à Donjons et compagnie, tu as des gens qui vont escalader des trucs, alors que dans une partie classique de D&D, si tu n'as pas la compétence escalade, tu feras jamais, tu t'essaieras jamais. C'est vrai. Et en fait, c'est un truc, j'ai mis du temps à me rendre compte de l'impact que ça avait, mais pour moi, c'est très libérateur. Ça ouvre les possibilités des joueurs. Un des trucs que j'adore, par exemple, dans Donjons et compagnie, c'est que parce qu'il y a des outils ou des éléments un peu bizarres dans les pactages, eh ben, 2 fois sur 3, ils sont utilisés. Donc, tu as un paquet de cartes de tarot, tu as des menottes, machin, et ben, au début, tu te dis, mais ça va me servir à rien. Mais en fait, ça sert. Et même le clébard, des fois, il est bouffé, mais il sert à quelque chose. Donc, c'est ce côté, en fait, c'est ça qui me libère aussi en tant qu'MJ. C'est savoir que les joueurs ont beaucoup plus de liberté. Enfin, en tout cas, ils sont plus prêts à prendre des libertés que dans pas mal de jeux plus structurés, on va dire. Non, mais c'est très vrai. Hein. C'est vrai que... Alors moi, j'ai pas trop joué à Donjons et Dragons, mais c'est vrai que me retrouver, entre guillemets, coincé avec une liste de compétences, il y a des trucs, effectivement, que tu n'utilises pas. Et là, le fait de te dire que tu vas peut-être te mettre en situation pour obtenir un avantage, pour justement tenter un truc que tu n'aurais pas fait habituellement, on me l'a fait plusieurs fois aussi, hein. Effectivement. Alors, Caprice fait une remarque intéressante qui est, du coup, c'est l'imagination des joueuses qui est limitant. Moi, dans mon expérience, en fait, c'est jamais une limitation. Ça, à partir du moment où les joueurs sont suffisamment à l'aise pour savoir qu'ils peuvent tenter des trucs, bah, ils tentent des trucs, quoi. Alors, c'est vrai qu'au début, en tout cas pour des débutants à Donjons et compagnie, en particulier les faveurs, ça met toujours un petit temps avant que les joueurs aient le réflexe de se dire « Ah ben tiens, là, je peux utiliser une faveur ». Donc, les premières parties, souvent, moi, je dis souvenez-vous que vous avez des faveurs, vous pouvez éventuellement utiliser une faveur. S'ils n'ont pas d'idée de comment ils pourraient utiliser une faveur, éventuellement, je leur fais des suggestions. Puis, en fait, après, ça vient très vite, quoi. Ouais. Après, pour avoir joué pas mal de parties, je trouve que de manière générale, les PJ sont assez économes sur les faveurs. Ils ont vraiment très peur de les utiliser parce qu'ils en auront probablement besoin à un autre moment qui sera peut-être plus délicat. Et du coup, c'est vrai que plusieurs fois, même dans la campagne, il y en a un qui est pote avec l'employé du mois, mais il a plein de faveurs et il n'en a pas utilisé une seule depuis le début parce qu'il les garde que pour des trucs vraiment chauds, quoi. Alors, on a déjà eu cette discussion, toi et moi, oui. Mais c'est pour ça que, comment dire, c'est pas du tout une injonction ce que je vais dire, mais c'est pour ça qu'il faut pas être gentil, parce qu'en fait, ils ont toujours les faveurs. C'est-à-dire, au lieu de se dire,
le problème, c'est pas d'être trop sympa ou pas d'être ou de pas être sympa. Le problème, c'est même pas un problème, mais la dynamique, c'est que ils ne claqueront les faveurs que s'ils ont l'impression que c'est un dernier ressort. Donc soit c'est parce qu'ils n'arrivent pas à résoudre le truc, soit c'est parce qu'ils sont dans une merde noire. Mais du coup, si effectivement ils sont jamais dans une merde noire ou qu'ils arrivent toujours à résoudre le truc, bah, ils vont pas utiliser leur faveur. Donc moi je sais que j'ai eu des scènes dans la dernière campagne de test que j'avais faite. Il y a eu une scène où il y a d'ailleurs un des PJ qui est mort, où ils ont dû claquer, je sais pas, 5 faveurs pendant un combat, quoi. Ah ouais. Parce que ils ont compris que c'était, les gens étaient là pour les éliminer. C'était vraiment, enfin voilà, et du coup, c'est aussi un truc intéressant parce que à partir du moment où ils ont ce genre de scène qui se met en place, après, ils commencent à réfléchir autrement aux faveurs et à se dire, ok, en utilisant une faveur avant, quand je suis pas encore complètement dans la merde, je vais peut-être nous éviter une situation où on va devoir en claquer 3 ou 4 pour se sortir de la merde. Et du coup, ils réfléchissent un peu plus tactique à la manière de s'en servir. Donc il y a ça aussi, les joueurs, ils s'approprient le truc et c'est ça qui est assez intéressant. Alors après, j'ai pas vraiment répondu à la question que tu avais posée au départ, qui était quelle limite mettre aux faveurs. Donc en fait, on en revient un peu au même point. C'est le MJ qui doit jauger, qui doit décider au moment où la faveur est demandée. Pour moi, il y a un peu deux gros critères, mais c'est pas vraiment réfléchi. C'est plutôt si j'analyse un peu la façon dont je fonctionne. Si une faveur modifie fondamentalement quelque chose dans le donjon ou donjon et compagnie, dans l'organisation, etc., et que ça met en péril ma campagne, par exemple, là, je dirais non. D'accord. Parce que du coup, ça gâche du jeu pour tout le monde, quoi. Pour le dire autrement, si je claque une faveur, je demande au grand Zeg de m'amener au-dessus du mont du destin et de lâcher l'anneau dedans. Ok, la soirée est finie. D'ailleurs, on avait prévu 20 parties, c'est fini aussi, et au revoir. Bon, ça a d'intérêt pour personne, quoi. Donc ça, c'est évidemment une limite. Après, mon autre limite, c'est plus une limite de plausibilité. Donc, il y a je ne sais pas qui parmi vous a joué à Mage, qui est un jeu que j'aime beaucoup. Dans Mage, il y a un phénomène qui s'appelle le paradoxe, où en fait, à chaque fois que quelqu'un fait quelque chose de pas possible dans la réalité telle que tout le monde l'admet, il se prend un peu un coup dans la gueule. Et donc, la manière de contourner ça, c'est de faire des choses qui sont plausibles tout en utilisant la magie. Donc, au lieu de balancer une boule de feu, je fais péter une canalisation de gaz. Ça a le même effet, mais c'est plausible. Sauf que le jeu dit bien, à partir du moment où tu fais péter tous les 4 matins des canalisations de gaz, ça va plus être plausible. Et du coup, à un moment, les gens vont dire, il y a quelque chose d'anormal qui se passe. Et du coup, à ce moment-là, bah, tu auras beau faire péter une canalisation de gaz, tu n'auras plus le bénéfice que ça paraisse normal. Bah, c'est un peu le même raisonnement pour les faveurs. C'est-à-dire que si dans une aire client donnée, j'invente un passage secret qui contourne telle difficulté ou quoi, pas de problème. Au 3e passage secret, je vais dire non, là, c'est... Je me rappelle d'une aire client avec Artemis qui était un vrai gruyère à cause de ça. Non, mais donc, voilà, mais ça, c'est un peu mes règles d'arbitrage à moi. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les mêmes, quoi. Non, et puis moi, je pars du principe que les faveurs, ça s'utilise aussi pour des trucs inutiles. Moi, je vois qu'il y avait un joueur que en RP, je n'aimais pas du tout, qui voulait se faire tatouer des trucs. Et ben, je l'ai claqué une faveur pour que le tatoueur tatoue autre chose, en fait, que ce qui était prévu. Alors, effectivement, ça sert à rien dans le scénario. Mais putain, qu'est-ce qu'on a rigolé, quoi. Donc, ouais, et puis ça peut servir aussi à remplir ton objectif personnel ou autre. Hein. Enfin, donc, ah non, là, c'était juste pour rigoler, là. Donc, non, ouais, moi, je trouve que le principe des faveurs est super cool. Et j'incite, en tout cas, ma table à les claquer parce qu'ils auront la possibilité d'en avoir. Alors,
peut-être pas de façon uniquement classique via les jets d'employés du mois ou les trucs comme ça, mais j'aime bien mettre des quêtes secondaires avec un type qui va leur dire, ah bah tiens, j'ai besoin d'un truc, si tu le fais, en échange, t'as une faveur. Comme c'est expliqué d'ailleurs dans le bouquin, j'en ai repris plusieurs et ça marche super bien, quoi. Et Bah, puis j'adore les mettre en dilemme d'ailleurs. ouais, exactement, ça crée du lien et en C'est même ça. temps, ça fait, si ça va à l'encontre de... Ah, moi j'aime rien de plus que quand les joueurs en bonne intelligence se mettent des bâtons dans les roues, sans spoiler trop pour ceux qui ont lu ou joué le Chantre du Donjon. Dans Ah, une des campagnes de test, il y a un personnage qui a tout fait pour buter le barde, quoi. Parce qu'en fait, sa collègue, qu'il aimait bien au demeurant, mais était l'employé du mois, et l'employé du mois, c'était son amoureuse. Donc elle lui avait dit, tu te débrouilles pour que cette pain bêche ne reste pas employé du mois. Donc le meilleur moyen de le faire, c'était de faire échouer la mission, quoi. ah là, c'est Et, horrible. C'est et génial. c'était absolument génial. C'était absolument génial, quoi. Et puis évidemment, les joueurs, ils savaient très bien ce qu'ils faisaient et pourquoi ils le faisaient. Mais les personnages, ils savaient pas. Donc au début, ils avaient l'impression qu'il était juste monstrueusement maladroit. Et puis au bout de 3 fois, pareil, oui, alors là, qu'est-ce qui se passe? Donc ils l'ont pris entre 4 yeux. Et ils ont dit, maintenant, tu m'expliques ce qui se passe. Et ouais, c'était un super moment Bah, de jeu de rôle. dans la campagne que je fais jouer le dimanche, j'ai fait un truc un peu dans le même esprit, puisque j'ai un de mes joueurs qui a tout fait en fait pour que le gars de l'ascenseur, Bella, rencontre une elfe mariée et avec laquelle ça va coller. Il lui a appris des chansons romantiques, il lui a appris la séduction et tout ça, donc il a vraiment eu une évolution là-dedans. Et à la fin, c'est bon, ben, on s'aime, on veut quitter le donjon pour vivre notre amour. Et donc il a tout prévu de les emmener avec lui justement avant la mission Le Grand Dehors. Sauf qu'en parallèle, tu as un autre joueur qui a eu une mission, c'est bah, le mari qui se doute que sa femme voit quelqu'un et Mm. il y tient, il veut absolument pas qu'il s'en aille et il doit enquêter sur qui fait, qui fait sortir en douce comme ça les gens de Donjons et compagnie. Et Ah ouais, mais c'est super cool. et, D'ailleurs, c'est Scarlock qui est dans le chat et qui dit je plaide coupable, oui, parce que c'est de lui qu'on parle. et il a bien raison de plaider coupable, c'est génial. Puis bon, les entremetteurs, c'est déjà chiant dans la vraie vie, alors en plus dans un jeu de rôle. Mais ce qui est cool, c'est que ça a donné de fil en aiguille un truc sur lequel j'avais même pas de contrôle, c'est que ben, ils sont la table s'est imaginé qu'effectivement il y avait beaucoup de gens qui désertaient le donjon et je suis allé dans leur sens. Et du coup, ça crée carrément une espèce de quête secondaire. Et ils ont retrouvé Sloppy. Donc Sloppy qui était le cousin de Bella dans l'ascenseur, qui le remplaçait justement quand il allait draguer. Et bah, ils l'ont retrouvé à Astia. Ils arrivent et Sloppy, c'est la Astia, au lieu d'être dans le donjon. Quoi. Comment ça se fait Qu'est-ce qui se passe? Et puis c'était vraiment très très drôle. En plus, il y a des éléments dans la campagne qui peuvent expliquer tout ça. Donc, C'est ça. Et du coup, ça m'amène à une nouvelle question qui parle du grand dehors hein, et qui m'intéresse aussi beaucoup, puisque je me la suis posée. Comment fonctionne l'XP après avoir joué le grand dehors, puisque les PJ ne sont pas rentrés depuis un bon moment à Donjons et compagnie? ouais. Alors ça, si je suis tout à fait honnête, c'est une question que je me suis pas vraiment posée, Mhm. que a posteriori. Donc, je pense il faut ajuster un peu les règles en fonction du temps de jeu. Mhm. Donc, si typiquement il joue le grand dehors en, on va dire, une ou deux séances de jeu, euh, Oui, il n'y a pas forcément besoin de faire d'ajustement. On peut considérer qu'à partir du moment où ils trouvent ce qu'ils doivent trouver, voilà. J'ai cru que euh, t'allais. ils ont réussi leur mission et c'est comme si voilà, ils ont pas fait de débrief Mhm. avec le contremaître, mais l'essentiel y est. D'accord. C'est plus compliqué pour l'étape d'après, parce que l'étape d'après, elle Oui. peut aller relativement vite, mais elle peut aussi prendre plusieurs séances de jeu. Donc, moi, ce que je considère, mais voilà, j'ai un truc auquel j'ai réfléchi récemment, un peu à l'arrache, quoi. Dans le dernier scénario de la campagne, il y a quand même des étapes fortes, Mhm. et donc je pense il faut dire à Sir Keffer que c'est des séances sans drama. C'est ça. Euh, euh, je pense qu'il faut que le MJ
décide de quelles sont ces étapes. Donc, il peut se les constituer lui-même, entre guillemets, ou alors il peut se baser sur, il y a un truc en particulier, une sorte de sous-quête dans le dernier scénario qui se fait en 4 étapes. Il peut considérer que chacune de ces étapes, c'est une fin de mission ou l'équivalent d'une fin de mission. Donc, effectivement, si on se dit ils ont aucune opportunité, enfin, si on considère que tout ça c'est une seule mission réussie, c'est quand même un peu durail pour les joueurs. Donc moi je pense que je le ferai comme ça, mais c'est vrai qu'on l'a pas explicité dans la campagne. Parce que tu vois, par exemple, avec Artemis, on fait beaucoup de hors-missions, et c'est très sympa. Mais c'est vrai que du coup, comme ce sont pas des missions, on joue pas mal, mais on n'augmente pas vraiment de rang. Et c'était une question qu'on s'était posée, justement. Parce qu'après 4 parties hors mission, au final, c'est comme si tu n'avais vraiment rien accompli dans l'entreprise, alors que tu as beaucoup joué. Oui, tu as beaucoup joué, mais est-ce que du point de vue de l'entreprise, tu as accompli beaucoup dans l'entreprise? C'est une question de point de vue. Hein. Non, mais il faut se souvenir aussi que dans le bouquin de base, je détaille le concept de la mission officieuse. Oui. Donc, du moment qu'il y a quelqu'un qui te demande de faire quelque chose et que ton temps de jeu il est passé à ça et que tu le fais, tu peux considérer qu'il y a une mission qui est réussie. Ça dépend aussi qui est le quelqu'un. Si c'est quelqu'un qui a aucune importance dans la hiérarchie, c'est un peu plus difficile. Mais ouais, si c'est par exemple pas forcément une huile, mais moi jusque-là j'aimais bien mettre des petites quêtes secondaires justement quand l'employé du mois il allait dans les tâches des huiles. Est-ce que tu considères que le fait d'accomplir comme ça une espèce de quête secondaire, ça peut valoir l'équivalent d'une mission réussie? Ouais, enfin ça dépend ce que c'est, mais oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Je pense qu'il faut être un peu ouvert par rapport à ça, un peu flexible. Par contre, il faut faire attention parce que si ces opportunités-là, il n'y a que l'employé du mois qui les a, ça devient un peu inéquitable vis-à-vis des autres joueurs. Donc, le point important après, c'est de dire soit pour accomplir ce truc, il a besoin de l'aide des autres et du coup, tout le monde en bénéficie. Soit c'est vraiment un truc qu'il fait en solo. Et à ce moment-là, je serais un peu plus hésitant à considérer ça comme une mission réussie, quoi. Ouais, je suis d'accord. Et donc oui, Artemis, faut que tu sois plus généreuse. Le gars qui prêche pour sa paroisse. Ok. Eh ben c'est pas mal. Ça fait déjà plus d'une heure qu'on est en live à répondre à des questions. Si le chat en a d'autres, n'hésitez pas. Sinon, il y a un sujet que je voudrais éventuellement ouvrir pour voir si ça intéresse les gens. Pourquoi pas? Bon, combien on voit comment ils sont encore? Combien ils sont? Parce que là, s'il y a plus il y a 20 personnes encore. S'il n'y a pas d'autres questions du chat, moi, il y a quand même un truc là qui commence à revenir assez souvent dans les questions que je reçois, qui est un peu plus conceptuel sur comment est-ce qu'on écrit les scénars, comment est-ce qu'on conçoit des missions, etc. Et je pense que c'est une question intéressante parce que moi, je me suis beaucoup inquiété quand j'écrivais le jeu de ne pas faire en sorte que les missions soient répétitives, donc de faire en sorte qu'il y ait tout le temps des choses différentes et qu'on n'ait pas l'impression, comme ça peut être le cas dans certains jeux très typés, que en fait toutes les missions se ressemblent et puis du coup le jeu devient un peu chiant parce que c'est ça. Voilà, c'était mon inquiétude au tout début quand même. Mais je pense que c'est normal et vu que moi je l'ai eu en tant qu'auteur, c'est logique que les joueurs puissent l'avoir aussi. Alors je crois qu'on a réussi dans les bouquins à proposer quand même des missions très très différentes au fil du temps. Néanmoins, et même s'il y a beaucoup de conseils dans le livre de base, je voulais revenir un peu là-dessus parce que ça peut vous inspirer. Et honnêtement, il y a peu de choses qui me font autant plaisir que de voir des scénarios émerger à droite à gauche, écrits par les joueurs. Donc, le point de départ, et si vous avez lu un certain nombre de missions, vous l'avez vu, le point de départ, c'est que je me pose 3 questions avant de commencer à écrire une mission. Donc, c'est le concept, les clients et les complications. Donc, le concept, c'est vraiment lié à l'ère client. C'est j'ai envie que l'ère client, elle ressemble à quoi? C'est quoi son thème? Donc là, je suis complètement, pour utiliser un gros mot, intradiégétique, c'est-à-dire je me mets dans les bottes des gars de la conception
Et j'essaye d'imaginer la réunion de validation où je dis ah, j'ai une super idée, et si on faisait tel truc et du coup, de ça découle un certain nombre de choses. C'est-à-dire, il va y avoir quoi comme pièce. Donc, quand je fais la maison de l'ogre gourmet, bon, ben, je sais que je vais avoir une cuisine, un cellier, une chambre, etc. Quand je fais voilà, je sais pas si j'en ai une que j'ai pas écrite, mais j'ai fait la carte qui est la geôle. C'est une mission plutôt au rang, qui est la geôle d'un ange. Bon ben voilà, j'ai un labyrinthe parce qu'il faut pas qu'on puisse trouver sa geôle. Après j'ai la geôle elle-même, les gardes, tout ce qu'il y a autour, etc. Bon, donc c'est en fonction de mon de mon air client. Faut pas que je regarde les commentaires de Fred. En fonction de mon air client, ça va déjà me donner un certain nombre d'idées sur à quoi peut ressembler la carte et qu'est-ce qu'il va y avoir sur la carte. Donc après, il y a les clients eux-mêmes. Donc au départ, dans les missions de base, forcément, les clients, ça n'a pas beaucoup d'importance qui y sont. Donc, je ne vais pas forcément passer énormément de temps à réfléchir à qui sont les clients. Mais plus on va essayer d'apporter de l'originalité, et plus il faut se poser la question de pourquoi les clients sont là et qu'est-ce qu'il peut y avoir d'inhabituel sur les clients. Donc, typiquement, les deux missions qui ont été écrites respectivement par Antoine Boza et par Cédric Ferrand, en fait, elles tournent complètement autour des clients. Donc, dans un cas, c'est des clients qui veulent plus se barrer, et dans l'autre cas, c'est des clients sur qui on teste un nouveau concept d'air client où le but n'est pas de les tuer. Et du coup, dans les deux cas, l'identité des clients, elle est hyper déterminante parce qu'il va y avoir beaucoup d'interactions avec les clients. Donc, on n'est pas juste dans, pour le dire autrement, à partir du moment où on fait plus que juste buter le client, là, il faut réfléchir un peu plus en détail à qui sont les clients. Et après, les complications, c'est justement d'arriver à twister le concept de base. Donc, on y va, on bute, on récupère les affaires, en introduisant donc ces complications qui peuvent être liées à la vie de l'entreprise. C'est quand même l'opportunité en or de faire rentrer des éléments de la vie d'entreprise qui peuvent être liés à l'ère client elle-même et qui peuvent éventuellement avoir des conséquences au-delà de la mission elle-même. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi de dire, en général, une fois que j'ai fait 2-3 missions relativement classiques, je sais que la 4e mission, il faut qu'il y ait un arc narratif long qui commence. Et l'arc narratif long, il peut venir de plein de trucs. Je vais pas vous les spoiler, mais il y en a plein qui sont pas forcément super explicités, mais qui sont quand même mentionnés dans plein de missions et qui peuvent vous emmener dans des directions complètement différentes. Et ces arcs narratifs longs, ils sont liés à une mission, mais ils sont souvent liés à l'entreprise également, quoi. Donc voilà, ça va être l'occasion de voir que quelqu'un s'en met plein les poches de côté, ou de voir qu'il y a des clients qui ont l'air quand même super bien renseignés sur Donjon Compagnie, de voir qu'il y a une aire client qui foire complètement et qui met en danger tout ce qu'il y a autour. Enfin voilà, il peut y avoir plein de trucs de ce type-là. Et ça peut être des petites choses qui vont revenir, je sais pas, 2 missions plus tard, ou etc. Ou ça peut être des gros trucs qui vont être en fait le fil directeur de la campagne. Donc voilà, en vrac, c'est un peu, j'essaie de penser un peu à tout ça. Alors effectivement, plus concrètement, je vois que Scarlock a une question. Plus concrètement, toujours dans cette idée de faire des parties relativement courtes, la règle que je me fixe en fait pour faire mes plans, c'est de partir sur l'idée que le plan il tient sur une page A4. Quoi. Et en fait, c'est une contrainte assez naturelle qui fait que je vais pas faire un truc monstrueux et énorme. Alors évidemment, c'est pas le cas de la campagne. Là, on a des trucs beaucoup plus conséquents, mais pour une partie classique, je vais me baser là-dessus. Il y a un truc que vous pouvez regarder qui est assez intéressant pour se documenter. C'est un concept de design qui a été popularisé aux États-Unis, qui s'appelle le 5-Room Dungeon. Et l'idée, c'est de structurer les donjons autour de 5 lieux. Mais les lieux, c'est pas que des pièces, c'est aussi des éléments dans la structure narrative. Et c'est pas mal parce que ça fait réfléchir pas seulement à
qu'est-ce que j'y mets, mais aussi à quoi ça sert en termes d'histoire, quoi. Et je disais ça à quelqu'un récemment qui aime bien les jeux, enfin D&D, etc. J'ai lu l'été dernier Curse of Strahd. J'avais des grands souvenirs de Ravenloft quand j'étais gamin, quand j'étais ado. Et en fait, quand on lit la description du château de Strahd von Zarovich, c'est plein de vide, quoi. Les 3/4 des pièces sont vides en réalité. Enfin, il y a 3 paragraphes de description, mais c'est juste pour nous dire que les rideaux sont pourris et qu'il y a 3 bougies dans un coin et 2 pièces d'or qui traînent dans un autre. Mais d'un point de vue histoire, en fait, ça apporte rien. J'ai l'impression qu'on passe son temps à explorer des pièces vides. Et encore une fois, moi, dans ma structure de jeu où au mieux j'ai 3 heures pour faire une partie, si je fais ça, je passe la moitié du temps à rien faire, c'est nul, quoi. Donc, du coup, je réfléchis aussi à me dire, il peut y avoir des pièces vides, mais dans ce cas, elles sont là juste pour apporter de la couleur, et il faut qu'elles soient traitées en termes de jeu en quelques minutes maximum, quoi. Donc, du coup, voilà, l'idée, c'est vraiment de faire un peu un concentré de jeu, en fait, d'une certaine manière. D'accord. Red Boot est inarrêtable. Hein, c'est clair, c'est clair. Mais il m'a fait grandement rire dans des moments difficiles, en particulier quand j'étais en quarantaine. T'étais en quarantaine, j'ai suivi ça. Ouais. Voilà, donc voilà, je suis prêt à tolérer toutes ces vannes nulles parce qu'elles m'ont fait beaucoup de bien à un moment où j'en avais besoin. Même si on te compare à un vieux camembert du sud ou alors à un moelleux au chocolat. Hein. Ouais, pour alors plutôt coulant, le camembert. Hein. Si je dois choisir, pour le côté coulant. Bon, en même temps, le moelleux, il est rebondi un peu comme mon ventre, mais je sais pas. Il y en a pour tous les goûts, c'est parfait. C'est ça. Bon, au pire, un moelleux au camembert, hein, moi je suis pas. Oh. J'ai pas de religion. Ça, c'est un truc à mettre dans Donjons et compagnie. Ça. Exactement. Attends, c'est la fête si t'as un moelleux au camembert à la cantine. C'est ça. Ça changera des aubergines. Ok, écoutez, s'il y a encore des questions dans le chat, c'est le moment, parce que je pense qu'on arrive un petit peu vers la fin. Il y a une question de Die Story qui demande si on arrive à faire une mission nous-mêmes, est-ce que tu viens jouer avec nous? À faire, ça veut dire quoi faire? À l'inventer, quoi, à la créer. Ah ben volontiers. Moi, en plus, j'ai rarement eu l'occasion de jouer à mon propre jeu. Et c'est. Alors, par contre, je sais que toi, t'es sujet au stress quand tu prépares tes scénars. Je veux pas que ça te fasse perdre tes moyens. Alors, parce que je suis à la table. Ça devrait aller, mais on a un projet justement avec Artemis qui elle, arrive à faire des super missions. Donc on va essayer de faire une mission à 2 parce que j'ai des idées, mais j'arrive pas à les mettre en forme. Donc on va essayer de faire ça à 2 et il faudra bien que je le teste, quoi. Hein. Donc après, à 2 MJ aussi, c'est ça? Non, pas 2 MJ, il n'y en aura qu'un seul. Mais... Un MJ qui fait jouer les clients et l'autre qui fait jouer pas, on verra. Ça pourrait être un concept. non, mais bien volontiers, évidemment. Ah bah écoute, je te tiendrai au jus, ça marche. Alors moi, j'avais une petite annonce à faire. Ah, un truc spécial rien que pour nous. Ouais, exactement, ça, c'est exactement. Donc cet après-midi, j'ai ouvert une page Patreon pour Donjons et compagnie, alors qui est toute simple pour l'instant. Et il y a un seul petit truc dedans, mais je vous garantis que dans les jours qui viennent, il va y en avoir d'autres. L'idée, c'est pour une très modique somme mensuelle de pouvoir bénéficier de nouveaux contenus, d'aides de jeu, de scénar, de tables aléatoires, d'outils, parce que moi je me suis créé plein d'outils qu'en fait j'ai pas, on n'avait plus la place dans le livre et donc j'ai pas vraiment mis dans le livre. Donc il y a plein de trucs. Et donc j'espère que on pourra partager l'adresse ici. Je suis en train de la mettre là dans le chat. Hop, voilà, vous pouvez cliquer sur ce lien-là. Donc si vous avez envie d'avoir plein de trucs super cool. Voilà, donc là pour l'instant il y a un truc, mais je vous garantis qu'il va y en avoir plein d'autres. Super. Donc voilà, et puis je voulais en profiter pour remercier Die Story d'abord, parce que vous avez quand même été les premiers à très vocalement dire tout le bien que vous pensiez du jeu, et surtout à le montrer en y faisant jouer très régulièrement.
Oui. Moi, ça m'a vraiment boosté quand j'étais dans le creux de la vague de l'écriture, de la deuxième phase de l'écriture, où je me disais que j'allais jamais m'en sortir. Le fait de voir que juste sur la base du PDF, il y avait des gens qui faisaient déjà Ah ouais, beaucoup avec le jeu, c'était on super. avait vachement joué déjà, ouais. Et puis, remercier tous les gens qui me font des retours, qui me posent des questions, tout ça. Enfin, c'est voilà, de voir à quel point ça suscite de l'enthousiasme. Honnêtement, c'est la plus grande récompense qu'on peut avoir en tant qu'auteur, parce que c'est pas pour ce qu'on gagne. Enfin bon, c'est pas, pas ça que je voulais dire, mais Comment? Une révélation, tu es en train de nous dire que les auteurs de jeux de rôle ne gagnent pas bien leur vie, ça c'est pas normal. Ça. bah écoute, bon, en fait, là c'est un fond d'écran, c'est faux. Derrière, en fait, il y a Ouais, mon je yacht. comprends, t'es dans une... je comprends bien. C'était, Il y a je crois que c'était Stéphane Barra là, des éditions Dead Crows qui avait mis une espèce de poster avec des palmiers, une plage ou un truc comme ça. C'était mourir de rire. Donc, ouais, voilà. Et puis, moi, on refait ça quand vous voulez. Ah bah, Dès qu'il y a d'autres questions. c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Très bien. Donc, merci beaucoup. Et merci en particulier à toi Ah bah écoute, pour avec tous les grand efforts plaisir, puisque je ne ça suis fournit. pas sponsorisé, je peux faire ce que je veux. Voilà. Donc on récapitule. Pour te Voilà. joindre, on a donc pour pouvoir acheter le jeu soit une boutique près de chez vous, soit le site de Black Book Edition si vous voulez avoir les PDF de façon bien propre et tout ça. Si vous voulez plus d'infos sur le jeu, participer aux discussions ou découvrir des trucs, on a le Discord que je vais essayer de retrouver vite fait et que j'avais mis, sauf si Artemis ça veut m'aider. Le Discord de Donjons et compagnie, donc ton Discord. On a aussi le groupe Facebook Ah, tiens. qui donne aussi quand même pas mal d'infos que voici. Hop. Et Attends, il y a deux autres questions. On va être obligé ah, de ça y est, ça c'est parce que d'étendre. Moluc vient d'arriver, Exactement. donc il a des. Il n'y aurait pas ma question. Je savais que c'était un Non, sujet non, mais c'est bon, tabou. je l'ai vu sa question. Vas-y, finis de Et, partager tes liens et après. et puis c'est déjà pas mal. Et puis ben, le Patreon donc de Benoît pour soutenir et avoir encore plus de contenu, puisque ça marche de la même façon que le financement participatif. Hein. Plus on en met, plus on en a. C'est comme Axe. Mais je sais pas si j'ai le droit de faire de la pub pour des trucs. Mais bon, bref. Alors, vas-y, je suis sûr que tu vas nous parler de Alors, syndicat. Je sais pas pourquoi. exactement, C'est ça? exactement. Alors, il n'y a pas de règle là-dessus, mais il n'y a pas de syndicat. La raison pour laquelle il n'y a pas de syndicat, c'est que il y a un service qui s'appelle la terminaison qui est un peu là pour s'occuper des fauteurs de troubles. Euh, Par contre, que quelqu'un monte, je rappelle que historiquement, les premiers syndicats, ils n'étaient pas officiels non plus. Que quelqu'un montre une organisation secrète au sein de l'entreprise pour protester et faire monter des revendications, évidemment que c'est possible. Par contre, il va falloir la jouer finaude parce que sinon, les avertissements risquent de tomber très vite. Mais je rappelle d'ailleurs que si vous regardez un peu partout dans le jeu, il y a des affiches qui sont clairement pas des affiches de la direction sur le fait de changer le nom des ressources vivantes. Donc il se peut qu'il y ait déjà un syndicat, allez savoir. C'est ça. Nous, on a créé les sans encas. Les- c'est, c'est un truc qui va être développé dans la campagne, là, les fameux sans encas comme groupe. Et alors après, Artemis avait une question, des conseils pour faire de l'initiation Donjons et compagnie en boutique. Bah, le seul, c'est pour moi, jouer en boutique, c'est un peu comme jouer en convention, sauf que c'est un peu moins bruyant en boutique. Mais C'est ça. donc il faut, à mon avis, le mieux, c'est d'être sur des pré-tirés avec une partie courte. Donc je pense que opération de nettoyage, c'est un bon choix pour commencer parce que ça permet d'expliquer les concepts du jeu rapidement. On s'encombre pas d'une partie certes fun, mais qui, quand on joue en one shot, a moins d'intérêt, qui est la création de tous les personnages partagés. Avec des pré-tirés, en 1h30, 2 heures, c'est bouclé. Euh, Par contre, il n'y a que celui-là. Alors, c'est pas tout à fait vrai. Sur le Discord, il y a Tollcraft qui a partagé un scénario qui est assez, qui remplit un peu la même niche en termes de jeu. Donc, c'est très bon pour les personnages débutants et en plus, ça raconte des trucs sur les coulisses sanitaires du donjon, ce qui me fait bien marrer. Euh,
Donc vous pouvez aller le regarder, mais dans tous les cas, j'ai prévu justement sur le Patreon, dans pas très longtemps, j'ai prévu d'écrire un deuxième scénar pour les gens qui feraient beaucoup d'initiation et qui en auraient marre de faire toujours opération de nettoyage. Donc j'ai prévu de faire un deuxième scénar qui soit un peu dans la même structure, c'est-à-dire on n'est pas encore vraiment hôte d'accueil, mais on apprend le métier. Donc Après, en scénario d'initiation, je trouve que l'ogre gourmet est pas mal aussi. J'aime beaucoup la maîtriser, celle-là. En général, je la fais, c'est celle que je choisis pour les faire. Et Artemis en a fait une qui est chouette, qui s'appelle la maison, le repère du roi sourd, le trésor du roi sourd, merci, que j'ai joué du coup et qu'on a fait n'importe quoi. Enfin, c'était une horreur, mais qui est très bien, qui est vraiment très bien. Ouais, qui était sympa, je l'ai lu aussi, effectivement. Donc après, oui, l'ogre gourmet, effectivement, il s'y prête bien aussi. Moi, l'ogre gourmet, je préfère souvent le garder pour une deuxième partie. Oui. Parce que la révélation finale, enfin le truc final, il a moins d'impact quand c'est des nouveaux joueurs qui connaissent pas le jeu. C'est vrai. Une fois qu'ils sont un peu rodés, il y a un côté oh my god qui est assez marrant. Je crois qu'ils l'ont raté, moi, dans ma partie. Je crois qu'ils sont passés à côté. Après, à titre personnel, puisque j'y pense, si tu fais des suppléments ou quoi, je ne sais pas sur quoi tu travailles. Moi, il y a un truc sur lequel j'aimerais bien avoir ta vision du jeu. C'est justement les coulisses un peu de l'entreprise, le hors mission. Comment tu vois justement le passage chez les huiles, hein, des intrigues en fait vraiment localisées dans l'entreprise, ce genre de truc. C'est vrai que c'est quelque chose qui, je trouve, manque un tout petit peu dans le livre de base. Et ça me plairait bien en fait d'avoir ta vision du jeu là-dessus, peut-être sur un supplément ou une aide de jeu, peut-être, je sais pas. Ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Écoute, de toute façon, il faut trouver des inspirations. Donc, ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Okay. Je le note, comme disait l'autre. Et je m'en fiche. C'est parfait. Je pense qu'on a fait le tour. De toute façon, s'il y a de nouvelles questions, encore une fois, il y a le Discord de Donjons et compagnie. De toute façon, cette vidéo va être sur YouTube. Donc, si vous avez des questions aussi, vous pouvez très bien les mettre en commentaire sur YouTube. Abonnez-vous aussi, c'est cool, ça me fait plaisir. Et puis, écoutez, on vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo ou un nouveau live. Voilà. Ça marche. Merci d'être passé et puis à très bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Merci pour tout.